Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qu'on tourne à New York. Alors pas en direct, hein. Quand vous allez l'écouter, ça sera quelques jours. Je pense que je vais le mettre la semaine de mon retour. Et le vlog à New York sur la chaîne principale sortira normalement le 30 juin. Donc je vous mets ce petit podcast juste avant. Aujourd'hui, c'est une interview. On va discuter avec Bastien Martinez. Vous l'avez déjà sûrement aperçu dans les vidéos de Boxing Culture, dans les différents vlogs où il avait un peu raconté son parcours. Et là, il va revenir plus en détail. Donc, même si vous n'avez jamais entendu parler de lui, ça va être l'occasion de pouvoir… moi, je vais lui poser des questions et il va nous raconter un petit peu comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est là, l'un en face de l'autre. Et on va parler boxe tous les deux. Déjà, Bastien, comment ça va? Ok, bonjour à tous, et moi ça va super bien. Je suis très content d'être là avec toi dans ton podcast. Et surtout que tu as un petit rôle dans le stage, parce que voilà, j'ai pas dit, mais je suis en ce moment en stage de boxe avec Fred Julan, donc boxeur professionnel. Et toi, tu as un petit rôle pendant ce stage, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais sur les stages Boxing Culture? Donc moi, il faut savoir déjà qu'il y a 1 an et demi à peu près, je suis venu en stage avec Fred pendant 6 semaines, un stage donc tout seul, personnalisé. Okay. Et à la suite de ça, j'ai décidé de m'installer à New York, donc depuis novembre, ça fait 6 mois. Et du coup, là en fait pendant son stage, je l'aide un peu pour tout ce qui est coaching, parce que là en plus il a un gros groupe, c'est la première fois qu'il a un groupe aussi grand, vous êtes 8 je crois, donc c'est pas simple de s'occuper d'un groupe comme ça seul. Donc je l'aide dans ce qui est coaching, dans tout ce qui est visite un peu de la ville, tout ça, la partie culture. Et voilà, j'essaye de l'aider au maximum, quoi. Alors on va commencer par le commencement. Tu dis que tu as fait un stage Boxing Culture, donc déjà il y a 1 an, hein, c'est ça? Il y a 1 an et demi, ouais, plus ou moins, c'était en janvier 2022. Ok. Alors c'était quoi toi, ton parcours dans la boxe avant ça? Moi, mon parcours dans la boxe avant ça, c'était à ce moment-là, j'avais quoi? J'ai pas énormément boxé depuis, donc j'avais une 30aine de combats en amateur, quelques titres régionaux, plusieurs participations au championnat de France, champion de France universitaire, quelques combats internationaux. J'ai fait une médaille d'argent dans un gros tournoi international, tout ça, qui s'appelle Eindhoven Box Cup, c'était aux Pays-Bas. Et puis voilà, après pas énormément de choses, après Covid et après stage, quoi, du coup. Ouais. Mais alors, comment t'en es venu à pratiquer la boxe, toi? T'as commencé tôt, tu t'es mis sur le tard? Alors, moi, il faut savoir qu'en fait, j'ai toujours été attiré par les sports de combat. Comme tout le monde, j'ai fait du foot. Mais en fait, je supportais pas de perdre et que ce soit pas de ma faute. Et du coup, en fait, même au-delà de ça, j'étais trop bagarreur et au match de foot et tout, je me battais aussi, tout ça. Donc, c'était pas un sport qui était fait pour moi. Moi, la boxe, les sports de contact, ça m'a toujours attiré vraiment, mais mes parents ils voulaient pas. Mes parents ils voulaient pas parce que j'étais quelqu'un d'assez bagarreur, assez violent, tout ça, et en fait ils avaient peur que ça ait une mauvaise influence sur moi. Donc du coup, j'ai fait le sport de combat classique, on va dire, donc judo. J'ai fait du judo très jeune, j'en ai fait je crois à l'âge de 6 ans, 5 ou 6 ans, j'en ai fait peut-être 8 ans, un truc comme ça. J'étais très têtu, je me suis embrouillé avec mon coach et j'ai arrêté le judo, j'étais super têtu. Et après ça, il voulait toujours pas que je fasse de la boxe. Donc j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai aimé, franchement c'était super cool. Mais j'ai arrêté parce que apparemment j'avais pas l'âge de faire des compétitions. Et en fait pour moi il n'avait aucun sens que je fasse un sport et que je puisse pas mesurer aux autres. Donc j'en ai fait 3 ans et j'ai arrêté. Et après ça, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 30 mai 2014, c'était mon premier entraînement de boxe. J'ai été j'ai pris le train de ça et tout, et dans une ville à côté de chez moi. Et au début j'ai pas dit à mes parents parce qu'ils voulaient pas, tu vois. Et j'y étais, et je me rappelle le premier entraînement, j'arrive dans une salle de kickboxing mais avec un entraîneur qui faisait que de la boxe anglaise. En fait, 95% des entraînements étaient axés autour de la boxe anglaise et il mettait les pieds à la fin, quoi. Mais c'était vraiment un puriste de la boxe anglaise. J'arrive dans cette salle, premier entraînement, tout ça. J'ai même pas de gants, rien. C'était la street, vraiment, c'était n'importe quoi. Et j'arrive, il me fait directement faire sparring avec son fils, qui était vice-champion de France en boxe anglaise, tout ça et tout. On fait sparring un peu à la touche et tout avec d'autres mecs. Et en fait, c'est un sparring en 3 points, tu vois. Genre, on se touche 3 fois et celui qui est touché 3 fois, il
Il sort du ring, quoi. Okay. Et donc moi, je fais ça avec tous ces boxeurs et je les sors tous. Et contre son fils, je fais 3-2, tu vois. Et premier entraînement de boxe, ça. Et du coup, à la fin, le coach, il vient me voir, il me dit, c'est combien de temps tu boxes ça? Et je dis, ben, en vrai, c'est mon premier entraînement de boxe, tu vois. Et il me croyait pas. Et après, il me dit, franchement, tu peux faire un truc et tout, reviens, tout ça et tout. Et donc moi, je rentre chez moi, je dis à mes parents, j'étais à la boxe, donc là, je me fais embrouiller, tu vois, parce que j'avais pas le droit. Et bref, il me laisse quand même y aller. Mais en fait, pendant mes 2 premières années de boxe, j'ai eu le droit qu'à un seul entraînement de boxe par semaine. D'accord. Et moi, j'avais la dalle, je voulais que boxer, tu vois. Et du coup, je demande à mon coach, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Et il est honnête, directement, il me dit, écoute, tu es trop nul pour t'entraîner seul à la boxe, tu vas prendre des défauts, tout ça. Donc, si tu veux faire un truc chez toi, cours. Faire rien d'autre, tu fais que courir. Et du coup, donc je me laissais un jour de pause par semaine, un entraînement de boxe. Et donc, les 5 autres jours, je courais tous les jours, enfin tous les soirs après les cours, 18 km. Tous les jours, je courais 18 km le soir. Et du coup, ben, je me rappelle, c'était première terminale. Moi, tu vois, même si j'avais fait du foot étant jeune en club, mais après, je passais mon temps à faire du foot avec mes potes dehors et tout. De première à terminale, j'ai plus fait de foot. Genre, le seul moment où je sortais de chez moi, c'était pour courir. Courir et du coup, je taffais parce que à côté de ça, j'étais en bac S, donc c'était pas un truc facile. J'avais un peu de difficulté, donc pareil, il fallait que j'ai mon bac, tout ça. Et bac S, ça demande quand même pas mal d'implication. Ouais, à fond. Et du coup, en fait, je rentrais chez moi, je révisais. Et une fois que j'avais fini de réviser, genre pendant peut-être 2 heures, alors que moi, j'ai jamais été un mec qui travaillait beaucoup, mais à partir de ma terminale, vraiment, j'avais assez de facilité. Mais à partir de terminale, là, par contre, c'était chaud. Et je pouvais plus faire comme avant où je me la coule douce et vas-y, j'y vais au talent, tu vois. Là, il n'y avait plus de talent, là. Et du coup, là, à partir de terminale, mes journées, en plus, j'ai des gros horaires. Je finissais toujours vers 17h30, un truc comme ça. Je rentrais chez moi, je révisais 1h30 à 2h. Et j'allais courir, tu vois, mon 18 km. Et mon 18 km, je me rappelle, je le faisais en 1h11 tout le temps, tu vois. 1h11, 1h11, 1h11. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu un bon cardio, tu vois. Faire ça tous les soirs. Et donc, quand j'ai eu mon bac, mes parents très fiers de moi. Et du coup, ils me disent, ben, vas-y, j'ai été en études sup, en DUT et après en licence pro. Mais du coup, une fois que j'ai eu mon bac, j'étais libre. Ça veut dire, même études sup ou pas, du coup, j'y allais tous les jours. Tous les jours, 6 jours sur 7. D'accord, tu avais un club donc, qui était assez disponible au niveau des horaires? Ouais, franchement, mon premier coach, et je serai toujours reconnaissant envers lui pour ça, c'est vraiment… en vrai, c'est grâce à lui que je suis là, tu vois. Même si aujourd'hui on n'est plus en contact ou quoi, ça s'est pas super bien fini. Mais je serai éternellement reconnaissant pour ce qu'il a fait parce que c'est vraiment lui qui m'a montré que la boxe était plus qu'un sport. En fait, il m'a vraiment introduit dans le milieu de la boxe et il m'a vraiment fait comprendre que la boxe, c'est pas juste ok, on met des coups et tout ça. Je sais pas comment dire, il est rentré dans mon cerveau, il m'a fait un truc qui m'a fait comprendre que la boxe était beaucoup plus que ça. Et grâce à ça, genre, c'est ça qui m'a autant plu. Et cet entraîneur était très disponible. Et franchement, il n'avait pas énormément de boxeurs, mais il nous suivait à mort. Il venait me chercher quand je ne pouvais pas aller à l'entraînement en train ou quoi. Il me ramenait, il nous emmenait en sparring. Moi, j'habite dans le 77. Il nous emmenait en sparring jusqu'à Garges-les-Gonesse dans le 95. Tu faisais 1h15, 1h20 de route. Tu vois, on rentrait le soir, il était minuit, en pleine semaine. Tu vois. Trop de trucs comme ça. Il a donné énormément de son temps et de son énergie. Et du coup, moi, je voulais lui rendre au minimum, donc être impliqué à mort dans les entraînements. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à avoir déjà premièrement des résultats et que le sport m'a vraiment plu et que je me suis dit, en fait, pourquoi pas passer pro, quoi. Au moment où, tu sais, tu avais un entraînement par semaine, tu courais beaucoup, ouais. Est-ce que là, tu fais déjà de la compétition ou pas encore? Non, j'ai… Mon premier combat, je l'ai fait au bout de… Mon premier combat, je l'ai fait au bout de, il me semble, 1 an et demi. Parce que pareil, en fait, donc moi, tu vois, je viens de Savigny-le-Temple. Enfin, je boxais à Savigny-le-Temple. Il n'y a pas de boxe anglaise là-bas. Donc j'étais licencié à Melun. Et bon, petite guerre de coach, tout ça et tout. Apparemment, après, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais donc moi, tu vois, chez nous, il y avait un truc qui s'appelait en Ile-de-France le challenge des premiers rounds. Je m'étais inscrit tout ça pour le faire. Et apparemment, ma candidature n'a jamais été envoyée. Ah oui, d'accord. Apparemment. Donc apparemment, d'après mon ancien coach, c'est le coach de Melun qui l'aurait retiré, machin, petite guerre. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et du coup, après, en fait, j'ai directement fait
plus grosse compétition où en fait j'avais même pas le droit d'y participer, tu vois. Et on a menti sur mon nombre de combats et c'est pendant que je combattais que là ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui en fait parce qu'il a 0 combat, tu vois. Moi mon premier combat je suis tombé contre un mec qui avait 6 combats, tu vois, et moi j'en avais 0. Et du coup ouais, mais mon premier combat c'était au bout de 1 an et demi, donc avec un entraînement par semaine, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'était pas facile franchement. Ouais. Mais c'était un bon truc qui m'a forgé mentalement, tu vois. Quand tu commences tes premiers combats amateurs, ouais. C'est la période où ça y est, tes parents ils t'ont dit vas-y maintenant tu peux t'entraîner. Pas encore. Même pas. En fait c'était en novembre. En novembre quand j'étais en terminale. Et du coup c'est l'année de ton bac en fait. Ouais. Et du coup le bac je l'ai eu en juin, un truc comme ça quoi. Donc ouais, donc c'est 6-7 mois avant que j'ai le bac quoi. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à faire mes premiers combats. J'ai fait 4-5 combats cette année-là, tu vois. Avec un entraînement par semaine. Tes parents sont venus à tes combats? Je me rappelle. Tu leur disais déjà? Ouais. Il me semble que. Ah oui, en fait, ça, je me rappelle et j'étais tellement dégoûté. Tu vois, mon premier combat, c'était pour une compétition. Je tombais en demi-finale, tout ça. Moins de 52 kilos à l'époque. Et en fait, moi, genre, j'écoutais mon coach. En fait, il me disait n'importe quoi pour la nourriture. Tu vois, genre, c'était vraiment le coach old school dans le mode ouais, non, mais c'est normal, tu manges une pomme, t'inquiète, ça va aller. Genre, tu vois, il disait n'importe quoi, tu vois. Et du coup, genre, j'arrive au combat, j'étais mort, j'étais pas top. Et je passe la pesée, 51,8, tout ça. Premier combat, je boxe un mec qui a genre 6 combats, comme je t'ai dit. Franchement, le combat dégueulasse, mais j'arrive à gagner, tu vois. C'était vraiment le combat qu'avec les couilles, en fait. On y va, genre, je savais que j'allais avoir un bon cardio. Il n'y avait absolument aucun skill dans ce combat, c'était vraiment que ça. Et j'arrive à gagner. Et donc, je reboxe le lendemain contre un mec qui, lui, n'avait pas boxé la veille, tu vois. Et tu vois, moi, je me dis, oh, c'est bon, tranquille, je suis passé à 51,2. Déjà, j'étais même pas au courant qu'il y avait une deuxième pesée le lendemain, tu vois. Mais ça, je l'ai appris genre le soir, une fois que j'ai déjà bien mangé. Ah ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, je me suis dit, en vrai, je suis à 51,2. Je vais pas reprendre 800 grammes en un jour. Je repasse le lendemain à la pesée, 52,8. J'ai pris 1,6 kg. En fait, j'étais tellement en restriction que tout ce que je donnais à mon corps, il le stockait après, tu vois. Et là, j'ai 20 minutes pour perdre 800 grammes. Donc on était en mois de novembre, je mets ma doudoune, je mets à l'époque ma chapka, tout ça, je vais courir, je fais des pompes, genre c'était à Pouchet, donc à côté de Pouchet, une espèce de petit, pour ceux qui connaissent, piste d'athlétisme, tout ça. Ok. Je vais courir et tout, je perds le poids, mais je suis mort, tu vois. Et donc là, je fais la finale, et à la finale, il y a ma famille qui était venue. Premier combat, ils n'étaient pas là, il me semble, alors il devait y avoir peut-être que mon frère ou quoi. Et à la finale, il y avait mes parents, tout ça et tout, tu vois. Et du coup, bon, ils n'étaient pas forcément d'accord que je fasse ce sport, donc j'avais au moins envie de leur montrer que, ok, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins je fais des résultats, tu vois. Donc s'il y avait un combat que je devais gagner, c'était vraiment lui. Et là, je perds. Je perds, pas de fou, il me semble sur partager ou quoi, tu vois, mais pareil, combat dégueulasse. Genre, c'était n'importe quoi, juste on y allait avec les couilles, quoi, et c'était celui qui a le meilleur cardio, quoi, et moi j'étais déjà pas mal entamé, tu vois, et je perds. Et donc ça, je l'ai vraiment super mal vécu, tu vois. Et genre en mode, mes parents aussi m'ont regardé, mais sans trop me le dire, mais en mode, arrête la boxe, gros, je sais pas, c'est bon, tu vois. Et bref, après ça, je continue de m'entraîner une fois par semaine, je lâche pas le truc, et tous mes combats, après, j'ai gagné pendant un an, je crois, tous mes combats, tu vois. Donc j'en ai pas fait énormément non plus, j'ai dû en faire 6 ou 7, tu vois. D'accord. Pendant un an, mais ouais, ça m'a vraiment piqué de perdre, tu vois. En fait, de perdre devant mes parents, tu vois. Ça m'a encore le judo ou quoi, c'était différent parce que au judo quand je perdais, en fait, je sais pas, je voyais ça comme un loisir ou tu vois, vas-y, c'est pas grave, tu vois. La boxe c'était vraiment différent et du coup genre le fait de perdre, c'était vraiment un truc ma première défaite, j'ai pleuré comme un fou. Franchement, ouais, mais j'ai pas pleuré devant mes parents, tu vois, mais j'ai pleuré je me rappelle, c'est mon coach il m'a ramené, tu vois, en voiture. Et je m'étais mis derrière pour pleurer sans qu'il me voie, tu vois. Et il me parlait, moi j'étais en train de pleurer, je répondais même pas. Et des fois j'essayais de lui parler, ma voix commençait à trembler. J'étais là, tu sais, quand tu as envie de pleurer et t'as ta gorge elle te serre là, comme ça, j'étais comme ça pendant tout le long du trajet, tu vois. À ce moment-là, toi, c'est quoi déjà tes objectifs, tu vois, dans la boxe? Tu vois, t'es déjà en train de te dire, moi la boxe c'est un truc où je veux me donner à fond pour tenter de faire quelque chose. Ouais. Ou c'est que tu kiffes et donc tu fais de la compétition parce que tu l'as bien dit dès le début, tu es un compétiteur dans l'âme. Alors, au début, moi je me rappelle, on était quoi avec mon coach, on était peut-être 5-6, tu vois. Mais c'était vraiment, il faisait vraiment du cas par cas, tu vois. C'était vraiment très personnalisé de ça. Et à chaque fois, il nous demandait genre, c'est quoi vos objectifs, tout ça.
Et donc tout le monde disait genre ouais moi boxeur pro, ouais moi champion du monde, ouais nan, nan, nan. Et moi tu vois genre limite j'avais honte parce que mon objectif pas à côté d'eux il était nul, tu vois. Moi je dis ouais moi je veux être champion de France amateur, c'est tout. Parce que tu vois moi en vrai je voulais de base je voulais être ingénieur mécanique. Bon après quelques années j'ai su que c'était surtout pour faire plaisir à ma mère que je disais ça au final et que je voulais pas vraiment être ça. Et mais du coup au début moi je me disais ouais je veux être champion de France amateur, toi. C'était que ça. Et en fait, c'est déjà bien. Oui, bien sûr. Et j'ai même pas réussi à l'être encore, tu vois. Mais du coup, c'était ça, tu vois. Et puis en fait, après, avec le temps, en regardant la boxe, parce que pareil, en fait, quand j'étais chez moi, je faisais que de regarder la boxe. YouTube, c'était genre, je faisais que ça, que ça. Quel boxeur c'était tes boxeurs favoris, c'était qui? Roberto Duran. Roberto Duran, ouais, d'accord. Roberto Duran, moi, c'était même, tu sais, dans la mentalité, genre le bad boy, le mec. Enfin, non, franchement, incroyable, ce mec. Okay. Et donc j'aimais beaucoup. Et en fait, en voyant ça, je regardais des combats amateurs. En fait, je me rendais compte d'un truc, c'est que je me faisais chier devant les combats amateurs que je regardais. Et les combats pro, c'était un truc de fou. Et en fait, c'était pas le même rythme. Et en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai trop envie de passer pro. Mais bon, j'étais encore très jeune à l'époque et c'était encore trop tôt. Mais ça m'a tout de suite attiré. La boxe pro m'a tout de suite beaucoup plus attiré que la boxe amateur et mon coach de l'époque m'a vraiment fait comprendre que c'était limite un sport différent encore de la boxe amateur, tu vois, que c'était pas du tout pareil et moi j'ai vraiment accroché là-dedans et en fait quand j'ai vu ça, j'ai pas eu trop de prétention à dire ouais je vais être champion de machin et tout, je me suis juste dit je veux passer pro. Mais comme un métier en fait, tu dis moi je veux faire boxeur pro. C'est ça et en fait en parallèle de ça, je commençais à avoir mes premières expériences professionnelles en alternance, en truc et tout. Ça me plaisait pas, tu vois. Ouais. Ça me plaisait pas et moi, tu vois, quelqu'un, j'aime bien observer les gens, être un peu en retrait de ça. Et en fait, le nombre de personnes que je voyais, genre 40, 50 ans, tu sais, ils étaient là. On voyait pendant toute la journée, en fait, ils se faisaient chier, tu vois. Genre, mais ils n'avaient pas le choix d'être là. Et du coup, moi, je me dis, mais jamais de ma vie, je peux faire ça, tu vois. Je préfère mourir limite. Et en fait, du coup, après, je me suis toujours dit un truc et cette phrase, elle m'a suivi tout le temps. Par définition, le travail, c'est un labeur, tu vois. Et je veux faire un travail où j'ai pas l'impression de travailler. Je me suis toujours dit ça. Et du coup, j'ai vu que j'avais une passion, la boxe. J'ai vu que c'était une chance d'avoir une passion. Enfin, une chance, oui et non, parce que c'est un truc qui te tient aussi et c'est comme une addiction, tu vois. Mais j'ai vu que j'avais une chance comparé aux autres personnes de mon âge, de vraiment quelque chose qui me donnait une hygiène de vie, des objectifs, une rigueur, une discipline, tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, la boxe, tu vois. Et après, j'ai fait en sorte de m'entraîner pour essayer d'être le meilleur et de rien laisser au hasard. Et dès le début aussi avec mon coach, comme je t'ai dit, qui lui était très influencé par la boxe américaine, tout ça. Donc tu vois, c'était genre même au début, tu vois en France, t'es très bridé dans ta boxe quand tu boxes en compétition, tu vois. Les arbitres te disent telle ou telle chose, tu peux pas trop faire les trucs ou quoi. Moi, tu vois, en sparring, je boxais genre les mains basses, mains derrière le dos, on faisait du trash talk, tout ça, des trucs que tu vois pas forcément en France, tu vois. En France, c'est très scolaire, si je peux me permettre. Ouais. C'est des gens qui nous écoutent. C'est difficile d'avoir la comparaison quand tu n'as pas voyagé, que tu n'as pas vu. Et si je peux me permettre, la boxe en France, il y a le côté scolaire, groupe. Exactement. Comme tu donnes la leçon à un groupe, forcément, tu vas dire, voilà, c'est tel exercice. Alors qu'ici, voilà, c'est capitalisme à faux, individualisme. C'est très académique chez nous. Voilà, ici, ça va être plus dans l'individu, chacun exprime son style. Voilà, c'est une autre mentalité, une autre culture et une autre approche de la boxe ici, c'est sûr. Et toi, déjà, tu avais un peu cette approche-là, tu disais avec ton coach ? Cette approche-là avec mon coach, plus les combats que je regardais et tout ça. Et en fait, moi, très rapidement, je me suis dit… je veux partir boxer aux États-Unis, tu vois. Ça, il y a très longtemps. Ça, je te parle de ça, ça devait être en 2017 ou 2016, tu vois, un truc comme ça. Genre, alors, t'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, je devais avoir 2016, je devais avoir 18 ans, un truc comme 18 ça. ans, d'accord. Aujourd'hui, j'en ai 24. Ouais, je devais avoir 17-18 ans, tu vois. Moi, j'ai une petite question. Ouais, dis-moi. Tu fais ton bac S, donc forcément, ça demande quand même beaucoup d'implication pour avoir le bac. Derrière, tu as un peu poursuivi les études et tu as dit que tu as commencé à rentrer un peu sur la voie des métiers, tu vois, tu t'es professionnalisé. Et est-ce que tu arrives, quand tu commences tes combats, à être quand même régulier dans tes combats amateurs ? Ou c'est quand tu peux ? En fait, moi,
il y a un truc qui m'a toujours dérangé un peu dans ma carrière jusqu'à maintenant. Ouais. C'est que j'ai jamais été dans un gros club, on va dire, et que du coup, tu vois, c'est beaucoup de contacts, tu vois. Et par exemple, genre, quand tel club il organise un gala, quand tel club il organise une compétition, machin, on n'était jamais au courant. Ah oui. On n'était jamais au courant, tu vois. En fait, moi, je sais pas, si je pouvais faire 5 combats dans l'année, c'était genre un exploit, tu vois. Une des fois où j'ai le plus boxé, c'était à la première année, tu vois, à ma première année. Et en fait, après, bon, j'ai eu beaucoup de blessures, certes, mais il y a aussi beaucoup trop de fois où j'étais pas prévenu. Et c'est pour ça qu'en vrai, là, ça fait longtemps que je fais de la boxe, mais j'ai qu'une trentaine de combats. Et en vrai, par rapport au temps que je fais de la boxe, c'est rien, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 7 ans ou 6 ans que je fais vraiment de la boxe, à partir du moment où j'ai pu m'entraîner tous les jours. 30 divisé par 6, ça fait 5, tu vois, une moyenne de 5 combats à l'année. Bon, après, certes, il y a eu le Covid et tout, mais en amateur, c'est rien. C'est rien. Et en fait, c'est vraiment ça que je regrette. Que je regrette, mais à ce moment-là, je pouvais pas. Et du coup, je me rappelle que même à l'époque, c'était moi qui cherchais mes combats. Qui cherchait mes combats, je regardais sur internet, machin, des fois j'appelais même des coachs, tout ça, c'était n'importe quoi, tu vois, c'était pas à moi de faire ça en vrai. Et oui, oui, oui. Et du coup, ça c'est un truc que j'ai toujours regretté. Je me dis que si j'avais pu boxer plus, j'aurais un niveau différent, tu vois. C'était un peu de la débrouille, quoi. Système D, tu faisais comme tu pouvais. Toute ma carrière, pour l'instant, ça a été de la débrouille, sauf quand mon coach était là, mon premier coach, où là, il faisait beaucoup de choses pour moi. Le seul truc, c'est que voilà, on n'avait pas les contacts, donc je boxais pas énormément. Mais sinon, ouais, après, tu vois, bon, ça s'est pas très bien terminé avec mon coach. Et du coup, je me suis retrouvé sans coach, je préparais mes combats seul. Ah, t'as continué à combattre sans avoir de coach? Et, tu sais, j'arrivais des fois dans des vestiaires, tout ça, j'avais pas de coach. Et je demandais à des mecs dans les vestiaires, ouais, tu peux faire mon camp, s'il te plaît, j'ai pas de coach, tu vois. Et moi, je lui disais juste, écoute, peut-être de manière arrogante, je sais pas, j'ai pas besoin de tes conseils, je veux juste que tu me fasses boire, et parce qu'en vrai, j'ai pas le droit de monter sur le ring sans toi, tu vois. Ouais, oui, oui. Donc voilà, le mec, juste avant que je monte sur le ring, il s'appelle comment en fait, tu vois, et j'y allais, tu vois, et je gagnais, des fois je perdais, des fois je gagnais de ça, mais ça a été vraiment la débrouille, tu vois. Je me rappelle en 2017, j'ai fait championnat de France universitaire. Et en vrai, tu vois, donc universitaire, c'est pas un niveau de fou, mais j'étais quand même content de la prestation parce que, bon, en fait, tu avais plusieurs trucs. Tu avais le championnat de France universitaire élite et le novice. Donc c'était moins de 7 combats, un truc comme ça, et plus de 7 combats, un truc comme ça. Et bref, moi j'étais en moins de 56 kilos. Je m'inscris en novice moins de 56 parce que j'avais… non, c'était en moins de 10 combats. Donc novice moins de 56, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 combats, tu vois, un truc comme ça, parce que c'était vraiment au début. Ok. Là, il m'appelle déjà pour s'inscrire, un truc de fou. Genre vraiment, c'est waouh, je suis encore choqué aujourd'hui. Ça a été plus compliqué pour m'inscrire que pour faire mon visa pour revenir aux États-Unis. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et du coup, après, il m'appelle quelques jours avant. Le truc en plus, c'était à Nice. Donc, trop bien. Moi, je me dis, purée, je vais partir 3-4 jours. Première fois que je voyage pour la boxe, tout ça, j'étais trop hype. Et on m'appelle, on me dit, ouais, moins de 56 novices. Là, on a fait les tirages au sort, il n'y a plus de place. Et je dis, waouh, bah, au pire. Moins de 60 novices. Il me dit non, il n'y a plus de place non plus. Je dis ok, bah, et sans consulter mon coach, je dis bah 56 élite. Alors il me dit ouais non, là il reste encore une place, sauf qu'on sait qu'il y en a un, il va s'inscrire de ça et tout. Il m'a dit on peut vous proposer moins de 60 élites, mais je sais même pas si j'ai le droit de faire ça parce qu'en vrai vous avez moins de 10 combats. Après je dis non, mais en vrai c'est bon, moi j'ai dit n'importe quoi. Je lui ai dit ouais, j'avais fait du kickboxing avant, j'avais genre une trentaine de combats, c'est fou tu vois, genre juste pour qu'ils m'inscrivent. Et du coup je me suis inscrit et je suis le seul à faire les 3 combats, tu vois, c'était 3 combats en 3 jours, quart, demi, finale, et je suis le seul à faire 3 combats parce que les autres étaient directement en demi, tout ça. Et je gagne les 3 combats, tu vois. Okay. Je gagne les 3 combats et avec vraiment une belle boxe en mode… tu vois, je vais pas faire une épreuve de force contre un mec qui est plus expérimenté et qui est plus lourd que moi. Donc je boxais vraiment très tactique, impulsion, répulsion, tu touches, tu sors, machin. Et c'était vraiment très propre.
Et donc un des coachs de Nice qui était là-bas avait bien aimé ma boxe, tout ça. Il prend mes contacts et moi j'avais toujours mon coach. Mais le mec il m'appelle souvent, il me propose des combats en Italie, donc j'y vais. Toi, moi pareil, j'ai jamais été en Italie de ma vie. Là je vais en Italie pour la boxe, je boxe sur un ring en plein air, sur le ring je vois la mer, tout ça, c'est des expériences de fou, tu vois. Et donc je vais en Italie, je boxe, il organise beaucoup des galas à Nice, il m'invite, tout ça et tout. Et ce mec toujours en contact et tout le temps il était là, viens avec moi, je te fais passer pro, viens avec moi. Et moi tu vois j'étais loyal. Il voulait te faire passer pro déjà? Ouais. Et parce qu'il savait que j'étais intéressé par ça. Et moi tu vois, parce que tu en avais parlé? J'en avais parlé et il le savait, il le voyait aussi, je pense. Et tu vois, moi j'étais loyal à mon coach, il avait tout fait pour moi et tout, à aucun moment je comptais partir de mon coach. Bref, quelques histoires, tout ça ont fait que malheureusement j'ai dû me séparer de ce coach. Et comme par hasard, le lendemain, que le gros embrouille avec mon coach, tout ça, le mec de Nice il m'appelle, il me dit ouais j'ai un combat pour toi machin. Et c'est comment avec ton coach? Il me dit ça, je dis ouais je suis plus avec mon coach. Et il me dit ah ouais, il me dit bah ok vas-y viens à Nice et tout, c'est bon moi je te fais passer pro, on fait une dernière année en amateur ensemble, je te fais passer pro. Là il voulait que tu t'installes à Nice. À Nice, ouais. Et à ce moment-là j'étais encore en cours, j'étais en licence pro. J'étais en licence pro je me rappelle et en alternance. Et mon alternance c'était 2 mois et demi d'entreprise, 1 mois de cours. Du coup, je me dis au pire, je peux essayer de trouver une alternance à une entreprise à Nice pour faire 2 mois et demi à Nice et je reviens 1 mois à Paris, tout ça et tout. C'est ce que je fais. Genre, je prends l'avion, tout ça, machin, entretien, machin, je trouve mon entreprise. J'arrive là-bas. Au début, j'ai eu une galère de contrat. Donc, en fait, pendant les 5 semaines, je suis resté à Nice en mode vacances. Tu vois, j'avais pas d'entreprise, rien. Et j'arrive, je vois entraînement comme à New York, genre de 11h à 14h. Donc je dis ouais ok, bah, c'est pas comme Île-de-France, mais vas-y pourquoi pas. Et après je dis au coach, je dis mais c'est quand les entraînements le soir? Il me dit bah y a pas d'entraînement le soir. Je dis bah ouais mais enfin là je peux venir parce que je travaille pas, mais dans 1 mois je vais travailler, je pourrais plus venir. Après il me dit non mais t'inquiète, d'ici 1 mois je vais avoir des créneaux et tout. Je fais ouais ok, vas-y. Pas de nouvelles, genre pareil je m'entraîne et tout, après je commence le taf, il n'a pas de créneau le soir. Orphelin de la boxe, je suis à Nice, je connais personne, je peux même pas me faire des sparring ou quoi, je connais rien. Je vais franchement ça je crois que c'est la pire période de ma vie, tu vois. Je vais dans une espèce de salle de danse où il y a un sac et moi je ramène une espèce de clé que j'avais pris au taf, tu vois, pour descendre le sac. J'étais même pas autorisé à le faire en fait. Je descends le sac, tout ça, un vieux sac, mais le pire sac de ma vie, vraiment, tu vois. Et bref, je reste là-bas tous les soirs pendant 1h30 à 2h, tu vois. 1h30 à 2h et je vois qu'en fait je suis très vite limité parce que je peux pas tout faire au sac. Donc je m'inscris à Fitness Park. Fitness Park pareil, il y a un sac. Sauf que le sac, moi j'allais m'entraîner 2 fois par jour à Fitness Park avant le travail, dès qu'elle ouvrait vers 6h du matin, j'étais le premier, tu vois, je faisais la queue et j'y allais après le travail le soir. Et à 6h du matin, quand il y allait, en fait, tu pouvais pas taper au sac parce que les voisins d'en haut ils gueulaient, tu vois. Donc tu pouvais taper au sac à partir de 10h et le soir c'était pareil, tu pouvais pas taper au sac après 18h ou un truc comme ça, tu vois. Et moi je finissais le taf genre vers 16h45. Donc je bombardais genre directement, j'allais au truc pour que je fasse mon minimum de sacs, ça, enfin bref c'est n'importe quoi, je préparais mes combats seul. Dieu merci je l'ai gagné. Mais ta relation à ton coach à ce moment-là c'est comment? Parce que tu dois quand même un peu lui en vouloir. Bien sûr que je lui en veux, bien sûr que je lui en veux. Parce que t'as tout quitté, t'es allé à Nice. Ah, je lui en veux de fou, mais je prends un mort sur moi. Ouais. Je prends un mort sur moi, je me dis vas-y c'est pas grave, ça fait partie de ton voyage, on va dire, ça fait partie de ton truc. Et moi en fait toutes les épreuves que j'ai eues, enfin que ce soit dans la boxe ou dans la vie ou quoi, je me dis toujours genre c'est Dieu qui me teste. Dieu qui me teste, Dieu qui veut être sûr que je suis vraiment fait pour ça, parce que si c'est trop simple, il n'y a pas de mérite, tu vois. Donc à chaque fois que j'ai une galère, pour moi c'est Dieu qui m'envoie un test. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Et je pense que pour l'instant j'ai réussi tous les tests, tu vois, vu que je suis encore là. Et du coup ouais, je lui en veux de fou, mais je suis quand même respectueux. Donc du coup à la fin de l'été, tout ça et tout. Donc ah oui pareil, quand je suis en alternance et que je reviens en cours à Paris, donc là je fais les tours des salles. J'arrive sans coach dans les salles, machin, je dis ouais je peux tourner s'il vous plaît, machin, vraiment SDF de la boxe, tu vois. Et bref, à la fin de tout ça,
Donc je donne rendez-vous à mon coach, tout ça. Et il me dit ouais bon du coup on passe pro quand? Je lui ai dit je sais pas, en tout cas je passe ma pro avec toi, tu vois. Je lui ai dit moi je vais rentrer, franchement je vais pas te mentir. Au moins il trouvait des combats quand même. Ouais, par contre, fait des combats avec lui? Ça on peut pas genre lui en vouloir. C'était quelqu'un qui, même tu vois là, il a ses 2 fils qui sont passés pro, tout ça. Ouais. Il leur montre leur carrière et c'est quelqu'un qui à ce niveau-là a compris beaucoup de choses dans la boxe. D'accord. Il monte la carrière de ses fils, ça et tout. Il a la chance d'organiser peut-être à Nice, en tout cas à l'époque, 5 ou 6 fois par an des galas, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Donc du coup, non, à ce niveau-là, franchement, on ne pouvait pas lui en vouloir, il avait fait le taf, tu vois. D'accord. Mais bon, moi, ça, déjà, en plus, c'était le genre de coach, moi, je suis un boxeur qui a besoin de beaucoup de sparring. Et lui, genre, bon, déjà à Nice, il n'y a personne. Et les seuls clubs qu'il y avait, il était en guerre avec eux, donc il ne pouvait pas les tourner avec eux. Donc, genre, une fois tous les 2 mois, on prenait la voiture, on allait en Italie et on faisait des sparring. Mais moi, un sparring tous les 2 mois, ça ne me va pas, tu vois. Ici, je suis à 2 à 3 sparring par semaine. Et c'est comme ça que je sens que je progresse le plus. Donc après, chaque boxeur est différent, mais moi, je sais que je suis comme ça, tu vois. Et donc, du coup, ben. Mais surtout que tu fais tout seul. Bah ouais. Tu t'entraînes complètement seul, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est sûr que les sparring pour toi, c'est d'autant plus important. Bah ouais. Et en Ile-de-France, au moins, j'avais les contacts. Depuis les quelques années que j'étais dans la boxe et tout, j'avais les contacts. Je pouvais aller à droite à gauche faire mes sparring. Ouais. À Nice, j'avais pas de contact, j'avais rien. Et je me permets, mais financièrement, tu devais te saigner pour aller à droite, à gauche. C'était dur. Et en plus, genre, en parallèle de ça, moi, j'avais un projet. C'était donc, comme je t'avais dit depuis le début, de partir boxer aux États-Unis. Et en fait, partir boxer aux États-Unis, moi, mon projet, c'était quoi? C'était de faire le tour des salles aux États-Unis. Mais genre vraiment un gros truc. Aux États-Unis ou dans une ville en particulier? Non, vraiment, tu voulais faire le tour. C'était le projet. Et je me rappelle quand, en fait, moi, j'avais tellement peur qu'on me porte l'œil, tout ça et tout, que je n'en parlais à personne. Personne ne savait ça. Et du coup, à chaque fois, genre, si mes parents écoutent cette interview ou quoi, genre, à chaque fois, je disais, ouais, le projet. Mais je disais rien. Je dis, ouais, moi, mon projet, dans quelques années, vous verrez tout ça. Mais je disais rien. Tu vois, j'étais trop matrixé par ça. T'es superstitieux un peu? À mort. Ouais. Mais en fait, parce que je pense que j'ai dit des choses par le passé et je regrette de les avoir dit. Parce que je me dis peut-être que si elles ne sont pas passées, c'est à cause de ça, tu vois. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, et après, alors, des fois, parler aussi de tes projets, tu peux tomber sur des gens qui peuvent t'aider. Ouais, mais ça, tu vois, j'ai compris après, pour le coup. D'accord. Mais à ce moment-là, je pouvais tout faire tout seul. Tu vois, encore une fois, je suis arrivé à Nice, je me débrouille seul et tout. Ouais. Ok, vas-y, maintenant, reste seul, parle-en à personne. T'étais bien en tête, je vais faire mon truc, je vais aller aux États-Unis et là-bas, je pourrais faire ce que je veux. Grave. Donc du coup, je pars à Nice, tout ça et tout, avec ma petite paye d'alternant, je paye mon loyer seul, tu vois. Genre, en vrai, je suis reconnaissant envers mes parents de ça. Genre, depuis qu'ils m'ont élevé, ils ont toujours été derrière moi au cas où, mais ils m'ont toujours laissé me débrouiller seul, tu vois. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, tu vois, parce que je suis débrouillard en vrai. Et du coup, je pars à Nice, tout ça et tout. Et donc moi, juste le projet, c'était de partir un jour aux États-Unis. D'accord. Pendant quelques mois, faire le tour des salles et vas-y, tu tapes dans l'œil d'un coach, tout ça, et t'as du cran petit, viens signer chez moi, tu vois. Genre, c'était dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et à ce moment-là, genre, grosse coïncidence. En fait, cette histoire, c'est que des coïncidences. J'ouvre un compte Twitter parce que tout le monde me dit, gros, Twitter, c'est trop bien, c'est trop marrant. Et Twitter, en fait, moi, tu vois, sur Insta, j'avais que la boxe. Du coup, Twitter, je voulais pas avoir de la boxe parce que en fait, je voulais me déconnecter de la boxe quand j'allais sur Twitter, genre pour rigoler et tout. Et sur Twitter, je suis juste un seul truc de boxe. C'était à l'époque, je sais pas si tu connais Overhand, un média français. Oui, je sais pas s'il existe toujours. Sûr. Mais il faut que je prenne des nouvelles de lui. Donc, s'il nous écoute, donne-moi des nouvelles. Et bah, Overhand, machin. Donc, un jour, je tombe sur un article de Français du 77, de là d'où je viens moi, qui vont boxer au Madison Square Garden. Là, je dis, hé! Je vois la dinguerie, je dis mais comment ça? Et du coup, donc là, je lis l'article, je vois le nom de Frédéric Julan, de Romain Thomas, tu sais, tout. Ok, je fais une petite recherche sur Instagram, j'ajoute les deux, tout ça. Oh, moi, je me dis non, ces mecs-là, ils ont fait ça, ils sont aux États-Unis. Je veux pas forcément venir à New York, mais je veux avoir le recul d'un mec qui a fait ça. Et je veux qu'il me donne un peu les clés de. Moi, tu vois, c'était un projet genre. C'était un truc que j'allais à l'aveugle, tu vois. Franchement, j'y connaissais rien, donc j'avais besoin que quelqu'un me guide un peu. Donc du coup là, pendant que j'étais au taf et tout, j'ouvre un Word, je tape là les questions que je vais poser à Fred, enfin que je vais poser à un des deux. J'envoie un message aux deux, à Romain et à Fred.
Et donc, je dis, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu aurais du temps pour me répondre et tout? Et là, Fred, il me répond en premier, il me dit, bah vas-y, si tu veux, on s'appelle. Et moi, tu vois, trop réservé, tout ça. Et je dis, ouais, gros, tu veux pas, on fait ça en message, s'il te plaît. J'aime pas appeler les gens, je te connais même pas, mais bon, je prends sur moi. Et je pense, Fred, il s'en rappellera. Je l'appelle en visio, tout ça. Je pose mon tel sur mon PC, je lis les questions. Dès qu'il me répond, je note tout, comme une interview. Je note tout mot par mot ce qu'il me dit, tu vois, et tout. Et en fait, à la fin du truc, on en vient à dire, en vrai, viens boxer à New York un jour, tu vois, genre. Et ça, c'était avant Boxing Culture, donc c'était il y a très longtemps, tu vois. Il avait même pas encore monté Boxing Culture ni rien. Il me dit, bah vas-y, viens faire un stage à New York, tu vois. Moi, je connais des gens ici, tout ça, je te mets un peu en contact et tout. Je fais, ok, vas-y. Maintenant, donc c'était à la période où je me séparais de mon coach de Nice, enfin où j'allais bientôt me séparer de mon coach de Nice. Ça, c'était genre une semaine avant son combat qu'il devait faire au Madison et qui malheureusement a été annulé à cause du Covid. Et donc, du coup, genre trop bien. À ce moment-là, mentalement et tout, genre niveau motivation, ça commençait à devenir dur, tu vois. Et là, genre un regain. Franchement, un regain de fou. Genre, je me lève, je pense à ça, je dors, je pense à ça. Je pensais que à ça, tu vois. Je regardais je me rappelle, j'étais sur YouTube et je regardais genre des Only in New York. Et tu sais, genre, c'est des vidéos compiles, genre, ou dans le métro où tu vois que des dingueries, tout ça et tout. Je dis non, je vais trop être là-bas. Franchement, ça a l'air trop marrant comme ville, tout ça. Et du coup, genre. Et juste ton projet, du coup, Tour de l'Amérique, il se transforme en projet New York ou tu te dis encore, je vais à New York et je continuerai mon projet des autres villes? Il se transforme à New York en first step, tu vois, genre en première étape, on va à New York et on voit après, tu vois. Ok. Et là, je me suis dit, c'est déjà bien que j'ai quelqu'un, parce que là, je voulais partir seul. Et en vrai, dans la boxe, il faut des contacts, tu vois, et encore plus maintenant, je le vois. Dans tout. Donc du coup, genre, je me dis, ok, ben vas-y, New York. Et donc là, je fais tout pour préparer ça. Donc du coup, j'essaie de coffrer au maximum de l'argent, même si c'était compliqué parce que j'étais en alternance, je vivais à Nice, j'avais un loyer, la voiture, l'essence, tout, tu vois. Puis Nice, c'est pas forcément une ville très peu chère. En plus. Paris non plus. Grave. Donc tu étais entre deux villes où c'était compliqué, mais après moi ça va. J'ai jamais été un mec qui sortait beaucoup, donc du coup genre j'avais aucun effort à faire sur ouais je sors pas, je vois pas mes potes, machin. Moi j'étais toujours seul. J'ai des potes, j'ai des très bons potes, mais j'étais toujours solo, tu vois. Mes potes ils me connaissent, ils m'ont jamais voulu de pas les voir pendant 2-3 mois, de pas donner de nouvelles pendant 2-3 mois. Et d'un coup ouais, je suis là, tu vois. Ils m'en ont jamais voulu. Et donc du coup ouais je coffrais beaucoup d'argent de ça et tout. Je suis revenu en Ile-de-France. Bon, après, il y a eu le Covid, malheureusement. Pendant le Covid, je suis resté prêt. Je me suis entraîné tous les jours parce qu'en Ile-de-France, j'habite dans le 77, j'ai un jardin. Donc, je m'entraînais tous les jours dans mon jardin, tout ça et tout. Et après le Covid, tout ça et tout, j'ai réussi à faire quelques combats avec ce qui était jusque-là ma salle de boxe avant que j'arrive à New York, tu vois. Avec un ancien mec c'est un ancien boxeur que je connaissais qui boxait en amateur avec moi, qui a ouvert sa salle, tout ça, avec un ancien coach et on s'entend super bien. Et donc franchement, merci à eux aussi, c'est la team Mateta, tout ça, avec Franck, Farid et tout, ils m'ont vraiment pris en main de A à Z et ils ont été très compréhensifs quand déjà je partais à New York, quand je suis revenu et je leur ai dit que je comptais m'installer, tu vois. Chose que moi j'ai toujours peur, j'avais peur de ça avec mon premier coach. Tu vois, il était c'était comme un pervers narcissique, on va dire. Tu vois, il voulait tout contrôler. Ah, d'accord. Et en fait, j'avais peur de lui dire des choses. Et du coup, j'avais peur de leur dire telle ou telle chose à mes coachs. Et en fait, ils ont été super contents pour moi quand ils ont vu que je partais à New York, que j'avais fait des contacts là-bas, que je pouvais retourner m'installer et tout. Et donc, ils m'ont grave aidé là-dedans à me préparer. Ils m'ont fait des combats, ils m'ont montré quelques combats et tout et tout. Bon, j'ai souvent été blessé aussi. C'est pour ça que j'ai pas pu trop combattre. Là encore, aujourd'hui, je suis blessé et je peux même pas faire de sparring. Et ça me dégoûte, mais bon, faut prendre son mal en patience. Et du coup, après, je suis venu à New York. Enfin, j'ai fait le stage. Ça s'est super bien passé. En fait, moi, avant même de faire le stage, donc j'avais le projet de vivre à New York, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire un stage pour être sûr. Et pas 2 semaines, pas 3 semaines, 6 semaines. Parce que le format standard d'une prépa, on va dire, qui en plus me permet de voir si je me projette. Tu vois, j'ai pas envie de partir sur un format vacances où tu as l'euphorie du début. Tu te dis, purée, c'est trop bien. Et j'ai envie de prendre du recul pendant que je suis encore là-bas. Est-ce que je me vois vivre seul, loin de ma famille, dans un pays qui parle anglais?
plein de trucs, tu vois, et au final, j'aime trop. Donc, je rentre chez moi et en fait, la seule condition, c'était que mes parents acceptent, tu vois. Là, tu parles d'après les 6 semaines. Ouais. D'accord. Après donc, toi, tu y vas en mode, c'est un camp d'entraînement, mais c'est aussi un test. Donc, quand tu reviens en France après ces 6 semaines, tu es convaincu? Ouais, et en fait, moi, j'étais tellement têtu que j'étais même convaincu avant de partir. Mais je voulais quand même tester pour voir. Ouais, mais tu sais, quand on est convaincu de quelque chose avant même de le faire, on peut être déçu après. Super déçu, exactement. Toi, ça n'a pas été le cas. Non, du tout. Il n'y a pas eu de redescente. C'est bon. C'est bien là. Je suis arrivé à New York, j'ai mis des gants avec Gervonta Davis. Jamais j'aurais imaginé ça de ma vie, tu vois. Donc, non, je suis rentré. Et voilà, moi, le seul truc qu'ils faisaient, c'était mes parents. Si mes parents m'avaient dit non, ça m'aurait brisé le cœur. Hein. Mais je les aurais écoutés. Et du coup, là, j'en ai parlé avec mes parents, tout ça. Ouais, c'est bon, vas-y. Genre, ma mère qui s'inquiète, normal. Mon père aussi, parce que c'est mes parents. Mais ils me font confiance, ils savent que je suis débrouillard. Et au final, tu vois, quand je refais toute la chronologie comme ça, je vois que rien n'arrive par hasard et que je suis content même d'avoir vécu seul à Nice. Première expérience où je vis seul. Plutôt que, tu sais, tu arrives à New York, c'est la première fois que tu vis seul. Ça aurait été plus dur, je pense. Donc, il y a plein de trucs qui m'ont fait grandir comme ça. Et pour arriver à aujourd'hui, tu vois, je pense que rien n'est arrivé par hasard. Et du coup, ben après, ouais, je rentre en France, je fais mon visa, tout ça. De base, je dois partir en septembre. Blessure au poignet, examen, plein de trucs à faire. Donc je repousse à novembre et j'arrive le 18 novembre. Ouais. 18 novembre, on arrive ici. Je vais revenir sur la petite anecdote Gervonta Davis, qui est une très grosse anecdote hein, pour tous ceux qui suivent la boxe et qui aiment la boxe. Vraiment. Mais je trouve qu'elle représente, elle est symbolique de plusieurs choses. Déjà, de cette opportunité aux États-Unis de croiser le fer avec une star. Parce que Gervonta Davis, au moment où tu l'affrontes, et là c'est encore plus, star de la boxe mondiale. Mondiale, petit de Floyd Mayweather, c'était vraiment son petit gars qui vient d'une ville terrible et qui aujourd'hui fait KO sur KO et qui maintenant fait des chiffres de fou en termes de vente de billets. Donc tu mets les gants avec lui, donc déjà ça situe un peu, voilà, New York c'est ça. En un instant, tu peux avoir une super opportunité et par hasard, tu vois, c'est le fruit du hasard. Ouais. Ça te teste toi en tant que sportif parce que tu aussi émotionnellement, tu te dis putain, attends, je croise le fer avec quelqu'un qui est hyper connu. Ça teste aussi aux yeux de Fred qui ne te connaît pas. Tu vois, ok, tu l'as contacté, tu es un petit jeune. Il y en a plein comme ça qui rêvent sur les réseaux. Moi, j'en reçois plein des messages et tout. Et lui, ça le teste aussi. On se dit bon, bah, ok, on va voir, voilà, il met les gants avec Gervonta, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, elle est symbolique, cette mise de gants là pour toi. En plus, il y a le petit truc où tu fais sauter le protège-dents à Gervonta Davis, donc c'est quand même beau. Je peux mourir en paix avec ça. Tu pourras dire que tu as fait ça. Même si je fais rien dans la boxe ou quoi, j'ai au moins fait ça, tu vois. Exactement. Ça, je pense que tu vas le raconter à tes petits-enfants si un jour tu souhaites en avoir. Et donc, tu reviens en France, il faut convaincre tes parents, il y a toujours ce truc avec la famille. Voilà, je pense que tes parents, j'ai pas l'impression qu'ils connaissent trop le monde de la boxe et des sports de combat. Ils connaissent rien du tout. Voilà, et puis même parfois dans les gens qui… Par exemple, moi, mon père aime beaucoup la boxe. Et quand je lui dis que j'ai voulu en faire quand j'avais 9 ans, il était un petit peu réticent. Donc, tu vois, il y a toujours un peu ce truc de la boxe pour nos enfants et tout, c'est difficile. Mais toi, là, c'est bon, ça y est, c'est sûr. Je pense que même si tes parents ils disaient non, en fait, surtout que mes parents, ils ont vu un truc, c'est que moi, il faut savoir qu'avant que je fasse de la boxe, c'était compliqué. C'était compliqué. J'étais insolent, j'étais bagarreur, j'avais beaucoup d'embrouilles en cours, en dehors des cours, machin, beaucoup de trucs, tu vois. Et j'ai commencé la boxe, je me suis plus battu. D'accord. J'ai commencé la boxe, vraiment, j'ai arrêté de me battre. C'est un truc qui m'a canalisé, qui m'a calmé, malgré les 1 entraînement par semaine, tu vois. C'est un truc, en fait, je suis rentré dans un… Je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où j'ai le plus mûri, je pense, tu vois. Parce que, genre, pour la première fois, j'avais vraiment un objectif concret. Pas un objectif que tu dis, vas-y, plus tard, je veux faire tel métier pour faire plaisir à tes parents. C'est un truc qui te plaît vraiment, tu vois. Et du coup, ouais, ça… Mes parents, ils ont vu. Ils ont vu que ça me donnait une hygiène de vie, tu vois. Ils n'ont jamais eu ça qui était pour moi, genre, dans le sens où… Il sort, il boit, il fume, il fait ci, il fait ça. Moi, j'ai pas une adolescence comme ça. J'étais pas le mec, ouais, est-ce que je peux sortir ce soir? Moi, je sortais jamais, tu vois. Donc, du coup, une hygiène de vie, plein de trucs, tu vois. Et je voyais qu'au final, mes parents, c'était quand même, ils me le disaient pas forcément quoi, mais un peu fiers de moi dans rien que des trucs, tu vois. Genre, moi, quand il y avait les courses de la ville, c'est genre les 10 km d'une commune ou quoi, tu vois. Genre, des trucs,
En fait, moi, c'était toujours comme ça. Il fallait que je me le mette au défi. Et je m'inscrivais, je me dis, ok, tu vas voir, je vais arriver premier de ma catégorie. Et tu vois, c'est des courses où il y a je sais pas combien de milliers de personnes, tu vois, et tout. Et ben, c'est là où j'ai fait le 10 km en 37 minutes, là, tu vois. Mais sans entraînement d'athlétisme ou quoi, juste parce que moi, je voulais arriver premier. Et je voyais que ça courait vite. Je me disais, hey, on va courir le plus vite possible, c'est comme ça. Et j'arrive, je prends la coupe, premier podium, ça et tout. Et c'est des trucs qui ont montré, je pense, à mes parents que quand j'avais un truc en tête, même si c'était dur, très dur, je savais faire les sacrifices et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver, tu vois. Ok. Alors on arrive à ce moment, donc voilà, tes parents sont plutôt confiants en toi, en ce que tu es devenu, la maturité que tu as pris. Ce que je comprends bien, c'est que tu as un petit peu canalisé ton côté caractériel, on va dire, grâce à la boxe. Et donc là, ça y est, ton projet, tu peux leur dire ce que c'est, tu peux le dévoiler. Je pense que c'est là que tu l'as dévoilé. Bah oui, là, ça y est, tu as dit, voilà, mon projet, c'est ça. Je veux aller faire carrière de boxeur pro à New York. Et aujourd'hui, ça en est où alors ce projet? Alors aujourd'hui, ça en est où? Donc il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas changé, mais d'objectifs qui ont été réajustés, on va dire. Parce que moi, quand tu écoutes ma première interview, quand j'arrive ici, je dis à Fred, ouais, moi, c'est bon. Bon, déjà, je comptais faire les Ringmasters en arrivant, chose que je n'ai pas pu faire parce qu'il fallait être sur le territoire depuis 6 mois. Et ça, je ne le savais pas. Ça, je l'ai appris au moment. Tu vois. Et donc, avant de savoir ça, je fais l'interview avec Fred et tout. On était quoi au mois de novembre. Ouais, vas-y, moi, je vais passer pro au mois de mai, juin. J'aurai 25 ans le 28 septembre. Avant mes 25 ans, moi, je veux 3 combats pro minimum. 3 combats pro et évidemment 3 victoires. Il n'y a même pas de truc ou quoi. Ça ne s'est pas passé comme ça au final. Parce que, bon, déjà, je n'ai pas pu faire les Ringmasters. J'ai vu que c'était compliqué, qu'en fait, New York, c'est une ville où on peut beaucoup boxer, mais encore une fois, il faut les contacts. Il faut les contacts, sinon personne ne te met sur les combats, tout ça et tout. J'arrive à me décrocher un premier combat amateur. Comme en France, c'est moi qui regarde un peu les trucs à droite, à gauche. C'est moi qui harcèle Sosa tous les jours. Sosa, je veux combattre, Sosa, je veux combattre, Sosa, je veux combattre. Donc Sosa qui est le coach de Chris Colbert, tu vois, je m'entraîne avec Sosa et avec André Rosier. J'allais dire de rappeler quand même Sosa, voilà, dans quel cadre c'est. Non, c'est pas n'importe qui. Et je l'harcèle, tu vois. Et donc là, on trouve un combat le 14 janvier. 14 janvier, donc je prends un mec donc, qui a cette année qui a gagné les Ringmasters en 139 Elite. Je le boxe. Franchement, je fais pas un beau combat. Moi, je suis pas content de mon combat, tu vois. Je suis pas content de mon combat. Mais pour moi, je pense que je le gagne, tu vois. Avec Fred, on regarde le combat même après et tout. En vrai, je prends les 3 rounds. Mais j'ai pas envie de… Donc, je perds sur partagé. Mais j'ai pas envie de dire que je me suis fait voler parce que, en vrai, même si on m'avait donné la victoire, j'aurais même pas été content de moi, tu vois. Parce que je suis pas content de mon combat. Pour moi, c'était un combat dégueulasse, en vrai. Franchement, c'était un combat dégueulasse. Et bref, donc là, premier petit coup de massue, tu vois. Je dis putain, j'arrive ici, je quitte toute ma famille, tout ça, et je perds, tu vois. Ma famille, en plus, ils regardaient le combat en direct sur les liens de streaming, tout ça et tout. Ça me saoule, ça me saoule, je déteste, tu vois. Je préfère perdre seul et en dire rien à personne. Et là, tu vois, genre, rien qu'un truc, je monte sur le ring. Mon short brodé Martinez, je représente ma famille, je représente… c'est un truc qui, pour moi, a énormément de poids, tu vois. Donc, je me mets beaucoup de pression à ce niveau-là et peut-être trop, tu vois. Et donc, je perds le combat. Donc, je ne suis pas content de moi, mais bon, on retourne à l'entraînement, tout ça et tout. Entre-temps, je retourne en France en avril, non, en mars. Parce que après je pourrais plus y retourner, tu vois. Donc en fait je profite là que mon visa soit actif pour y retourner au maximum. D'accord. Là je vais retourner une dernière fois en septembre et après ce sera pas avant plusieurs années je pense, tu vois. Donc j'en profite malgré tout, même s'il y a entraînement fort et tout pour y retourner au maximum. Je retourne en France, mon objectif c'est de combattre. J'arrive, je tombe pendant le ramadan, tout ça, aucun combat, rien. Donc je reviens. Pareil, j'ai pas fait de combat. Je harcèle encore sur ça, s'il te plaît, fais-moi ci, fais-moi ça, je veux combattre partout. Et en fait, moi, on m'a dit un truc. À New York, il n'y a pas 132 livres. Donc, c'est ce qui équivaut à 60 kg. Moi, je suis en 60 kg de base. Tu vois. Tous mes résultats, vraiment les plus gros résultats que j'ai fait au quoi, c'était en 60 kg à chaque fois. Ou en 56 au tout début. Mais jamais au-dessus.
Et là, on me dit, il n'y a pas 132. Il n'y a que 139. 139, c'est genre 63 ou 64. Et sinon, c'est 125. 125, 56. Je ne peux pas être à 125, c'est trop bas. Ok, bah vas-y, on va à 139. Donc, comme mon combat en janvier, là, j'ai un autre combat en mai que je fais donc, contre un très bon boxeur invaincu à New York. Tu vois, ici, c'est pas comme… Ici, chez nous, tu rencontres très peu de boxeurs invaincus en France, tu vois. En France. Alors qu'ici, tu arrives à trouver quand même des boxeurs amateurs invaincus en 20 combats, tu vois. C'est des trucs qui, en France, n'existent pas vraiment. Et donc, bref, personne ne veut le prendre, ce mec, tu vois. Moi, j'ai pas le choix. En fait, je me dis, déjà, j'ai pas beaucoup de combats. Si en plus, je commence à refuser les combats, c'est mort, tu vois. Et puis, comme Fred me dit, en vrai, on est en amateur, on se règle, tu vois, on y va. Vas-y, j'y vais. Je passe à côté de mon combat, je perds. Là, il n'y a pas de… Moi, tu vois, je suis assez honnête avec ça, tu vois. Je suis pas le genre de boxeur qui va dire, ouais, je me suis fait voler, machin. J'assume. Là, je perds, je mérite de perdre et il n'y a rien à dire. Et en fait, de là, je commence vraiment à me remettre beaucoup en question. Et j'arrive, juste avant que je vienne à New York et tout, j'étais blessé. En gros, en 1 an et demi, un truc comme ça, j'ai fait genre 3 combats, tu vois. Donc 2 défaites, genre, à New York. Et seulement donc 2 combats à New York. Ah, tu vois, c'est un truc qui genre te fait te remettre en question beaucoup. Franchement, je l'ai mal vécu. Après, moi, je suis quelqu'un, je monte pas trop forcément, tu vois, mais je me posais beaucoup de questions, même, tu sais, niveau confiance en soi. Tu pars. En fait, tu sais très bien que tu n'es pas dans ton pays, tu vas devoir en faire plus que les autres. Et c'est pas facile. Donc, du coup, là, je me remets en question. Et en fait, je me creuse la tête et je me dis, mais qu'est-ce qui va pas, tu vois? Et en fait, là, tu vois, je suis arrivé à un point où je suis en réglage. Il faut que je trouve mon réglage, donc partie physique, on va dire, ma manière de boxer. Je pense que je suis en train de savoir de plus en plus quel est mon style, tu vois. Mais je n'ai pas encore totalement trouvé mon style. Mais je suis en train de faire des réglages pour le trouver vraiment. Et j'ai aussi les réglages mental, psychologique, tout ça. Pour que je sois à mon plein potentiel. Parce qu'en fait, je connais mon potentiel et je pense que même Fred et tout, qui a passé du temps avec moi pendant la préparation, pendant le stage et tout, a vu mon potentiel et a vu que c'était pas les résultats que je faisais ici, quoi. Tu vois, ça coïncide pas en fait. Et donc du coup, là, je commence vraiment à me remettre en question. Après ça, j'apprends que finalement, comme par hasard, genre 132, c'est une catégorie qui est à New York. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, moi, donc 139, j'arrivais le soir à la peser après avoir mangé et bu normalement toute la journée sans faire attention à 136. 136, je veux dire, ça fait combien en vite fait là? C'est 136, ça me fait 61,5 kg, tu vois, le soir. Et je boxe contre des mecs qui font donc 63, 64, qui peuvent passer à la pesée jusqu'à 142. Donc mon adversaire passe vers les 141, 142, moi vers 136, donc ça fait 3 kg de différence, un truc comme ça. Vu qu'il a plus de 139, on boxe avec des gants de 12 et pas avec des gants de 10. Que des trucs nouveaux pour moi, tu vois. Et en fait là, je me dis, bon, déjà, je vais retourner dans ma catégorie. Parce que 139, c'est pas ma catégorie. Je peux faire des combats, mais je fais pas de résultats, donc il n'y a pas d'intérêt. Je vais rester en 132. Et là, maintenant, ce qu'il faut vraiment en fait, que je trouve, et je pense qu'il va être le plus dur, c'est que tu vois, je m'entraîne à Cops and Kids. C'est une très bonne salle parce que c'est une salle où, bah, comme tu le sais, il y a énormément de champions. Et donc, s'entraîner avec des champions, c'est incroyable. Mais en vrai, il n'y a pas de suivi personnalisé. Tu vois, genre, moi, je dis que, entre guillemets, mes coachs, c'est Sosa et André. Mes coachs dans le sens où vas-y, je fais un sparring, ils vont me dire vite fait, ouais, fais ci, fais ça. Point. Mais c'est tout. On fait très rarement des pattes d'ours. En fait, je sais pas, il n'y a pas un suivi personnalisé, il n'y a pas un travail tactique, il n'y a pas, tu vois, moi avant mon dernier combat, Sosa il me fait les bandages. À aucun moment il me dit ouais, à aucun moment il me parle stratégie sur le combat qui va arriver. Il me parle de sa femme, tu vois, genre pendant qu'il fait les bandages. Et du coup, je me dis mais vas-y, c'est pas grave, bref, reste concentré dans le combat, ça et tout. Mais à aucun moment il me parle de ça. Et en fait, tu vois, c'est ça qui me manque, c'est un suivi personnalisé, tu vois. Ouais. Je pense que je suis un boxeur qui vraiment a besoin d'être suivi. Et c'est très bien qu'en plus, en vrai, je peux pas leur en vouloir. Parce que Cops and Kids, c'est une salle qui est gratuite, je m'entraîne gratuitement. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que le peu de temps
que les coachs prennent pour moi, c'est du bénévolat. Donc je peux pas leur en vouloir en vrai. Bah oui. Et c'est des coachs qui ont trop de boxeurs. Ils ont que des boxeurs qui ont percé. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient le temps pour un mec qui n'est même pas américain, rien, qui viendrait dans leur salle? Leur salle, elle est blindée d'étrangers, tu vois. Et moi, genre au début, pendant les 3-4 premiers mois que j'étais là, je m'entraînais genre 5 à 6 heures par jour, 2 entraînements. Je m'entraînais comme un fou. En fait, ils étaient en train de me laver, vraiment. Genre, ils étaient en train de m'essorer, tu vois. Et avec des mecs, pareil, qui s'entraînaient tous les jours comme moi, j'étais le seul amateur. Donc, plus facile de trouver un combat. Ces mecs qui sont là depuis que je suis arrivé, ils n'ont pas boxé une seule fois, tu vois. En fait, maintenant, avec du recul, Cops & Kids, c'est une très bonne salle, mais il faut bien l'utiliser. Dans le sens, maintenant, j'irai que genre 1 ou 2 fois par semaine, le jeudi ou le samedi, là où il y a les sparring. Et après, je pense que j'irai à WTF, là, à Manhattan, pour faire un peu de pas d'ours et de travail technique, tactique et tout, avec Fred ou Chris quand ils ont le temps, tu vois, pour que j'ai un suivi. Si, il me suffit même en vrai un truc régulier, 1 ou 2 heures par semaine, juste ça, tu vois, 1 ou 2 heures par semaine, allié au sparring, allié avec moi qui fais ma préparation physique, mon fractionné, mon footing et tout, ce sera déjà un gros plus. Parce qu'en vrai, je m'entraîne à Cops & Kids, mais c'est comme si je m'entraînais seul. Oui. Et tu vois, on revient au point de départ. Ou quand je m'entraînais seul à Nice, quand je m'entraînais seul en Ile-de-France, quand je préparais seul mes combats. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, depuis le début, je suis un orphelin de la boxe, tu vois. Mais c'est que des épreuves, j'ai faim et il faut juste que je sois patient, tu vois. En fait, là, c'est frustrant parce que je sais que j'ai le potentiel, mais il faut juste que je trouve les réglages, que je trouve les bons trucs et pour que je parte. Pour que je parte Mais bon, je préfère que tout ça arrive quand je suis amateur et que je me règle et que quand je passe pro, tu vois, je suis bien. Moi justement, en t'écoutant parler de tes combats amateurs à New York, je me suis dit, est-ce que en fait là, c'est juste que tu es plus fait pour la boxe amateur? Je pense qu'il y a aussi ça, mais il y a aussi une réalité, c'est que si je veux passer pro ici, il faut que je fasse des résultats en amateur ici. D'accord. Tu vois, je peux pas me permettre d'arriver, t'as beau dire ce que tu veux, même tu mytho. Tu dis ouais, j'ai été genre 10 fois champion de France dans mon pays, machin et tout, tu viens ici. Les gens ils te connaissent pas, ils t'ont pas vu boxer, ils t'ont pas vu sur le ring. Avant, tu veux En fait, moi je veux me faire mon entourage avant parce que tu vois, encore une fois, genre la boxe c'est bien beau, mais il y a une réalité, c'est que la vie elle est dure, la vie elle est chère. Au bout d'un moment, même si la boxe j'aime ça plus que tout, je vais pas me prendre des coups pour pas avoir de paye derrière. Ah oui. Moi, l'objectif, c'est d'en vivre, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que la boxe, je l'aime autant que je la déteste, tu vois. C'est-à-dire que j'adore la boxe, mais je déteste le milieu de la boxe. Et combien de fois, genre même des fois quand j'allais avec Fred au Madison, on allait assister au pesées, tout ça et tout. Et en fait, j'étais là et je me disais, genre, c'était cool, hein. Je me disais, mais j'ai rien à faire là. Parce que je vois les gens, comment ils sont entre eux, je vois ça, ça et tout, et je me dis, mais c'est… Moi, je veux juste boxer, mais ce monde-là, je veux le côtoyer le moins possible, tu vois, et c'est… En vrai, c'est pas très logique, parce que si tu veux faire quelque chose dans la boxe, il faut que tu sois dans ce milieu, malheureusement. Mais c'est un milieu que je déteste trop. Mais j'aime trop la boxe pour ne pas essayer, tu vois ou pas? Ça me fait une bonne transition avec Boxing Culture. Est-ce que justement, aujourd'hui, ça t'aide un peu à te structurer ici à New York, ça t'accompagne, ça t'aide, ça te redonne un peu confiance aussi peut-être? Bien sûr, moi je suis arrivé ici, la seule personne que je connaissais en fait c'est Fred. Fred ici c'est comme si c'était mon grand frère, tu vois, il est très à l'écoute, il fait vraiment attention à moi, il est bienveillant. Et tu vois, il m'a dit un truc quand je suis arrivé, lui il est arrivé, il avait 24 ans, moi je suis arrivé, j'ai 24 ans aussi. Il m'a dit voilà, moi, y a plein de trucs que je ne connaissais pas à ton âge et que si j'avais connu, peut-être ma carrière aurait été différente. Et en fait, là, ce qu'il essaie de faire avec moi, c'est m'inculquer tout ce qu'il sait. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il est ici, il connaît bien, il est rodé, il connaît le business, il connaît plein de trucs. Et ça, en vrai, tu ne peux pas le trouver en France. Tu ne peux pas le trouver en France, ou à moins que tu tombes sur un mec, un pionnier de la boxe, tu vois, qui est parti boxer un peu partout.
Sinon, genre, l'éducation que Fred il me donne sur la boxe, on l'a pas en France, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça qu'il fait avec moi. Genre, vraiment, on parle beaucoup boxe et tout. Donc, je l'aide un peu dans Boxing Culture. Et en fait, grâce à ça, je comprends de mieux en mieux le milieu de la boxe. Et c'est aussi, par exemple, pour ça que je veux vraiment me construire un bon entourage avant de passer professionnel, tu vois. Et c'est vraiment aussi là que je vois que t'as beau être avec des gros noms, Sosa, André Rosier et tout. En vrai, il faut qu'on te voie avec ces gens-là, tu vois, parce que ça fait partie des top entraîneurs, ça et tout. Mais il faut aussi avoir un entraîneur dans lequel tu as confiance et qui peut t'amener loin, tu vois, parce qu'il ne suffit pas d'un gros nom. Il faut surtout que l'entraîneur prenne du temps pour toi, qu'il investisse sur toi. Tu vois, moi, c'est comme si j'étais une entreprise à moi tout seul. Et tu vois, les premières années de l'entreprise, c'est dur. Il faut investir du temps, il faut investir de l'argent, il faut croire jusqu'à ce que ça commence plus ou moins à faire un peu de bénéfices, tu vois. Et bah là, je suis dans cette période-là où même si je ne suis pas encore passé pro, j'ai investi du temps sur moi, je fais beaucoup de sacrifices, je suis parti vivre ici. Et en fait, il faut que je trouve les bonnes personnes pour que l'entreprise fasse des bénéfices, tu vois. L'entreprise, elle ne peut pas marcher toute seule. Même si l'entreprise, genre, elle a un produit révolutionnaire, machin, elle ne pourra jamais marcher toute seule. Donc là, c'est ça qu'il faut que je fasse des résultats. Et même si, ouais, franchement, je vais pas te mentir, la boxe amateur, j'aime plus. C'est chiant. Franchement, c'est chiant, tu vois, j'en ai marre, mais j'ai pas le choix. Il faut que je passe par là. Parce que même si je passe pro là, il y aura qui pour être avec moi? Il y aura qui va me trouver des combats? J'ai pas envie d'être un B-side, tu vois, en mode un mec qu'ils appellent pour faire monter les autres. Tu vois, tu tombes sur un mec direct premier combat, tu vas taper un mec qui a 6 combats, 6 victoires, 6 KO. Ou alors tu vas te faire voler parce que on n'a pas investi sur toi, tout ça. Malheureusement, la boxe, c'est très corrompu à ce niveau-là, tu vois, et il faut être avec les bonnes personnes. Ça me fait penser ce que tu es en train de me dire. Alors, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi. On a des boxeurs qui ont un parcours, alors aux États-Unis, je parle des Américains, où ils vont rejoindre l'équipe américaine, tout ça, essayer de faire karaté, et après, boum, passer chez les professionnels. D'ailleurs, on va faire un sujet sur un boxeur avec Fred. Bon, ça sera déjà passé quand le podcast sera sorti, mais on a un sujet là-dessus. Devin Haney, il a choisi d'aller faire des combats au Mexique parce qu'il était trop jeune, tu vois, pour combattre en pro tout de suite aux États-Unis. Donc comme ça, en fait, il a commencé à se faire sa carrière. Et sur un de ses 20 premiers combats, je crois que la plupart sont au Mexique, tu vois, sur ses 20 premiers combats chez les professionnels. Et est-ce que toi, tu as pensé à ça? Par exemple, en France, les mecs, ils vont prendre une licence au Luxembourg ou en Belgique ou en Suisse. Parce qu'en France, tu sais, la procédure, elle est compliquée. Est-ce que tu as déjà envisagé ça ou c'est pas dans ton esprit? Bah, en vrai, l'imaginer, pourquoi là, j'aurais pas forcément de restrictions pour passer pro aux États-Unis, c'est que je pourrais même prendre en vrai une licence américaine et aller boxer au Mexique, tu vois. Parce que genre j'ai l'âge pour boxer et tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est un truc qui pourrait être fait si on me le propose. Parce que si on me le propose, c'est qu'on a les contacts. Moi, je pourrais pas partir de moi-même et dire ok, vas-y, je vais au Mexique pour faire un combat et je reviens, tu vois. C'est… Encore une fois, à la limite, tu vois, je peux faire ça en tant qu'amateur. Parce que c'est de l'amateur et vas-y, une défaite ou quoi, bon, c'est relou, mais c'est de l'amateur. Moi, en pro, je veux pas de défaite, tu vois. Bon, après, ça, c'est vraiment le mindset américain, tu vois, genre où on a un palmarès propre, lisse, 0 défaite, ça et tout. Mais en vrai, voilà, je me rappelle, Fred, il m'avait dit un truc lors de notre premier appel, donc en mars 2020, il m'avait dit un boxeur, c'est comme un produit. Et plus le produit a des défaites, plus il perd de sa valeur. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être intelligent, il faut construire sa carrière. Et il ne faut pas être trop lent non plus. Il ne faut pas vouloir non plus brûler les étapes. Et c'est pour ça que l'entourage, c'est un truc de fou. L'entourage, les contacts, c'est ça qui va t'amener au top niveau. Malheureusement, les meilleurs boxeurs aujourd'hui, évidemment qu'il y a le travail et le talent, mais c'est surtout aussi ceux qui sont bien entourés. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui pourraient faire des résultats de fou, mais qui malheureusement, dont en France, on a des boxeurs de dingue, mais qui ne sont pas forcément entourés ou quoi, et qui passent potentiellement à côté des sommets, tu vois. Ça m'amène à une bonne question et je pense que ça peut amener un peu à la conclusion de cette petite interview.
c'est est-ce que du coup tu t'intéresses au boxing business? Je m'intéresse, en fait, j'ai pas le choix, je suis obligé de m'intéresser. Ouais. Tu vois, parce que ce serait même irresponsable de ma part d'avoir des ambitions comme ça, mais de ne pas connaître ce qui m'attend ou comment. En fait, moi, tu vois, j'ai envie d'être un boxeur qui est acteur de sa carrière. J'ai pas envie d'être de la chair à canon. Le manager, il m'appelle, ouais, vas-y, tel combat. 4 rounds, tu prends 600 balles, alors que ça se trouve en vrai, genre on lui a proposé je sais pas combien, tu vois. Il faut être éduqué là-dessus, il faut prendre beaucoup de recul, tu vois. Et en fait, malheureusement, c'est pour ça que je dis que j'aime pas le monde de la boxe, tu vois. Mais c'est un monde de rapaces. Les managers, ils le savent très bien qu'il y a plein de boxeurs, il y a 90-95% des boxeurs qui sont absolument pas au courant là-dessus et qu'on les appelle, on leur dit ouais, tu vas au casse-pipe là, et le manager, il prend plus que toi, il a pas de coups, rien, il dort bien, tu vois. C'est un truc de fou et moi, je veux pas ça. Donc, je suis obligé de m'intéresser. Je mets ma santé en jeu. Je peux pas ne pas m'y intéresser, tu vois. C'est comme si un mec il s'engage dans l'armée, il partait faire la guerre, mais il n'est pas au courant qu'il peut y mourir, tu vois. Il faut qu'il soit au courant de tout avant de partir. Et moi, j'essaie. Après, la boxe, c'est compliqué parce que c'est un milieu qui évolue sans cesse. Mais j'essaye d'être à jour à chaque fois. Et Fred, il fait un travail de fou avec moi, tu vois. Très bien, je te remercie. Est-ce que les gens vont pouvoir te suivre sur des réseaux pour suivre un peu la suite, pour savoir, tu feras sûrement des annonces quand tu auras un combat, ils peuvent te suivre? Alors, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, mon Instagram, c'est TheFuckingMartinez. Je mettrai en lien, t'inquiète pas. Ouais, donc tu mettras en lien. Instagram, donc. Ouais, mon TikTok, Bastien-MRTZ. Ok, TikTok. Et voilà, en vrai. Et après, mon Instagram de Dog Walker. Non, je rigole. Parce que ouais, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que j'ai réussi à trouver un travail pour vivre ici. Ouais. Parce que faut pas oublier que moi, je suis arrivé ici en novembre. Je parlais 3 mois anglais, tu vois, carrément à la douane. En fait, je disais tellement n'importe quoi qu'ils m'ont emmené dans le bureau, tu vois, genre avec les immigrés, parce que je disais, moi, je captais rien. Moi, genre, je suis. À ce point-là. Ouais, moi, la boxe, c'est cool, vas-y, on y va. Mais genre, je suis arrivé ici, j'étais perdu. J'étais seul, je vivais seul. Parce qu'en plus, quand je suis arrivé, donc je m'entraînais plus avec Fred, tu vois, je m'entraînais à Cops & Kids. J'allais en cours, machin et tout. C'était une galère. Et il fallait en plus que je trouve un travail, tout ça et tout. Et là, Dieu merci, genre, je commence à voir un peu le bout du tunnel, tu vois. Parce que franchement, je vais pas te mentir, il y a quelques semaines, je dormais mal la nuit. Je dormais mal la nuit parce que je voyais que l'argent sur le compte il baissait et que rien rentrait et que New York c'est une ville très chère. Et tu vois, moi, si je me disais à un certain moment, si j'arrive à telle somme d'argent sur mon compte, je vais devoir rentrer. Et si je rentre, c'est un échec. Ah oui, bien sûr. Et je peux pas rentrer, c'est impossible. Je préfère mourir même. Tu vois, je préfère vivre dans la rue, ne pas le dire à mes parents que de rentrer. Tu vois. Et du coup, là, j'ai réussi à trouver un travail. Je suis dog walker, donc je promène les chiens. Peut-être qu'en France, ça peut paraître absurde, mais ici, genre, c'est un vrai business vraiment. Et voilà, en fait, c'est parfait parce que ça me laisse le temps de m'entraîner. En plus, c'est un travail que j'aime trop, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, c'est trop bien. Genre, tu vois, je sors d'une défaite, tout ça et tout. J'étais un peu pas super mentalement. Tu retrouves des chiens, la première fois ils te voient, tu as l'impression, ça fait 10 piges, ils te connaissent, ils te sautent comme un fou dessus, tout ça. Non, franchement, ça fait trop plaisir, tu vois. Donc, j'ai trouvé le meilleur travail. Je commence à me faire de plus en plus de contacts. Et là, pour la première fois depuis que je suis à New York, je commence vraiment à me sentir chez moi, tu vois. Avant, je me sentais pas chez moi à cause de la langue, à cause de plein de choses, parce qu'il faisait super froid ici en hiver, c'était une dinguerie. Mais là, maintenant, il fait beau, tout ça, la vibe est cool. Donc, non, franchement, tout est parfait là. Bah écoute, je te remercie et puis je pense qu'on aura l'occasion sûrement de refaire une interview un peu plus tard. Tu nous raconteras un peu ce que tu es devenu. Merci à toi d'avoir répondu avec autant de spontanéité et de sincérité. Merci à toi de m'avoir invité. Tu as un parcours très intéressant et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas à les suivre sur ces réseaux. Je vous dis à la prochaine. Fighting!